C'est un tableau qui est considéré comme très important chez Courbet parce que c'est une sorte de condensé de son art. Il l'a peint en 1854-55. Donc Courbet a 36 ans et c'est déjà un artiste installé, reconnu dans la société de son temps. Les dimensions du tableau sont importantes aussi, 361 sur 598. C'est grand, c'est très grand, 3,50 m sur 6 à peu près. C'est hyper grand. Après, dans les autres infos qu'on a comme ça d'emblée avec l'œuvre, c'est le sous-titre. Le titre c'est l'atelier du peintre, mais le sous-titre c'est allégorie réelle, déterminant une phase de cette année de ma vie artistique. Donc ça nous indique des choses, il nous donne des pistes en disant ça, sachant que allégorie et réel, c'est deux mots qui ont un rapport un peu particulier quand même. Alors on y va, on analyse l'œuvre. La première chose qu'on peut regarder ici, qui est un incontournable, c'est comment elle est composée. Donc sa composition, c'est une composition en trois, on peut dire, puisqu'il y a une partie centrale qui se détache nettement, avec un côté à gauche, un côté à droite. Et ça, cette façon de composer par trois, c'est directement relié à la peinture religieuse, qui est très souvent comme ça, qui s'appuie sur le 3, la Sainte Trinité, le jugement dernier. Mais le sujet n'est pas aussi noble, c'est pas vraiment un sujet religieux, ou alors c'est une religion qu'on pourrait appeler l'art. En tout cas, là où on peut vraiment comparer avec un jugement dernier, c'est que d'un côté il y a les bons et de l'autre côté les mauvais. À gauche, les mauvais, c'est des gens de pouvoir, mais alors c'est vraiment ceux qui l'aiment pas, c'est ceux que Courbet considère comme ceux qui vivent de la mort. Alors il y a les croque-morts, les huissiers, toute cette vilaine engeance. Et de l'autre côté, à droite du tableau, il y a tous ceux qui l'aiment bien, donc c'est ceux à qui il a envie de rendre hommage, ses amis, c'est ceux qui l'ont aidé dans son art. Donc on trouve Bruyas, Champfleury, on trouve aussi Proudhon, qui est un anarchiste qui a beaucoup inspiré Courbet pour ses positions politiques. Donc dans toute cette assemblée, il y a des gens qui existent vraiment, on a dit leur nom, et puis il y a ceux qui n'existent pas, mais qui pourraient exister, qui sont des sortes de stéréotypes, presque des caricatures de statut social. Il y a l'ouvrier, il y a l'huissier, comme on l'a dit. Ils ont des têtes qui sont liées avec leur fonction sociale. Alors pour parler encore un petit peu composition, il faut dire qu'il y a toute la partie haute du tableau qui est quasiment vide. C'est ce qu'il y a par-dessus les têtes de tous ces personnages. C'est-à-dire rien ou pas grand-chose. Et ça renforce le côté galerie de personnages comme ça. On a une composition qui est encore plus horizontale à cause de cet espace vide qui est au-dessus. D'ailleurs, Courbet le dit lui-même, c'est une peinture qu'il faut lire comme une galerie de portraits. Alors, ce qui fait référence à la peinture religieuse, c'est non seulement la Trinité, comme ça, la partie en trois, mais aussi le format dont on parlait tout à l'heure. Le fait que ce soit très grand, comme ça, c'est réservé habituellement à des sujets nobles, à des sujets religieux qui appellent à se recueillir et qui, du coup, appellent effectivement un comportement du spectateur qui est comme ça dans l'observation, qui va tourner la tête pour aller de détail en détail. Donc, ce grand format, il appelle un type de posture. Le tableau est conservé au musée d'Orsay, dans la salle qu'on appelle la salle des grands formats d'ailleurs. Toujours concernant la composition, au centre, on voit le peintre, son tableau et son modèle dénudé. Ça attire l'œil parce que c'est au centre, mais ça attire l'œil aussi parce que c'est une masse lumineuse. Ça permet d'attirer le regard et ça nous indique peut-être le sujet de la peinture. Tiens, on se dit, bon, alors c'est une peinture dont le sujet est la peinture, finalement. C'est le fait de peindre dont Courbet veut nous parler avec cette peinture. Alors oui, mais si on regarde bien l'œuvre que peint Courbet sur son chevalet, c'est un paysage. Très sympa pour le modèle, là, qui est venu poser quand même. Mais bon, c'est pas elle qui va peindre, c'est plutôt un paysage. Dans ce paysage, on reconnaît tout de suite que c'est Ornans. C'est sa ville natale, c'est la région qu'il aime, c'est dans le Doubs. Et même s'il en est parti, il adore y retourner. C'est là où il trouve sa source créatrice, en fait, Ornans. Il y a beaucoup de tableaux peignant Ornans. Il y a le fameux enterrement à Ornans, mais il y a aussi l'après-dîner et encore bien d'autres. Donc on a ce qu'on appelle une mise en abîme, puisqu'on a un tableau dans le tableau. Et dans ce tableau au centre qui est mis à l'honneur, qu'est-ce qu'on voit? On voit un paysage. Pourquoi le paysage? Parce que c'est pour Courbet un sujet qu'il adore. C'est un sujet de prédilection pour lui. Donc la petite dame déshabillée juste à côté, c'est un peu une figurante en fait. Elle est là, mais elle n'est pas venue pour rien. Elle est venue pour poser non pas sur le tableau que Courbet est en train de peindre, qui est le paysage, mais sur le tableau que vous êtes en train de regarder. Et elle est là
pour faire de la figuration en fait. Hein. Elle est là pour figurer quelque chose, pour figurer la peinture à l'ancienne. La peinture qui ressemble à la statuaire. Vous voyez, elle ressemble à une statue grecque un petit peu, avec sa posture comme ça, avec sa hanche. Voilà, donc elle représente vraiment la peinture à l'ancienne, alors que Courbet, lui, s'intéresse davantage au paysage. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que Courbet nous représente la peinture telle que lui, il envisage la notion de peinture et d'artiste. C'est peut-être ce qu'on appelle un manifeste, dans le sens où c'est une façon de dire pour lui, voilà ce qu'est l'art pour moi aujourd'hui. Alors on sait que Courbet, un bon peintre réaliste, pense que la peinture a pour but de représenter le réel, hein, d'être proche de la réalité. Et pourtant on peut imaginer que son atelier n'est pas exactement comme il est sur cette peinture dans la réalité. C'est certain, ce qu'on voit là, c'est une mise en scène qui figure l'atelier. D'ailleurs, le sous-titre Allégorie réelle, ça nous dit déjà qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du fictif quand même. Il fait venir tout un aréopage dans son atelier, il dit d'ailleurs « c'est le monde qui vient se faire peindre chez moi ». En fait, l'espace de l'atelier, c'est une sorte de prétexte pour faire une galerie de portraits. Donc l'œuvre ne montre pas seulement un grand intérêt pour le paysage, comme on l'a vu, mais aussi pour les personnages. Il les croque, il veut les montrer. C'est pas des caricatures, mais c'est des types, des statuts sociaux. Quand il dessine Champfleury, par exemple, c'est une sorte de mondanité, parce que c'est un écrivain qui a été l'un des premiers à reconnaître le talent de Courbet. Bruyas aussi, qui est un collectionneur qui l'a beaucoup soutenu. Ou Proudhon, comme on l'a vu. Ce sont des gens dont il a maintes fois fait le portrait par ailleurs. Alors parlons maintenant du rapport de l'artiste à la société. Si on élargit un petit peu la réflexion, pour Courbet, l'action même de peindre est un acte politique. La position qu'on a dans la société, c'est une chose qui est très importante dans l'esprit de Courbet. À propos de son engagement politique, Courbet se dit socialiste. Il est engagé autour des idées anarchistes de Proudhon, dont l'idéologie repose sur une mise en cause des hiérarchies dans la société. Donc il y a une critique d'un pouvoir qui pourrait être tyrannique. Et dans ce penchant politique, il y a l'idée de donner la parole au peuple et de porter un intérêt aux petites gens. Donc ça, c'est pas que dans l'idée, ça se retrouve aussi dans ces peintures qu'on appelle des peintures de genre, qui montrent en quelque sorte des petites gens, des gens de basse condition. Il y a l'écrit de Bleuse de blé, le guitare. Dans le fameux enterrement à Ornans, par exemple, c'est quand même, on peut dire, une galerie de portraits sans concession. On voit les rides, on voit les expressions les plus rudes, les visages campagnards. Il ne s'agit pas d'embellir les gens et de les rendre plus hiératiques, mais au contraire de les montrer dans leur réalité sociale, leur visage parfois buriné, abîmé. C'est en cela que, entre autres, on peut appeler sa peinture réaliste, même si l'atelier se présente comme une allégorie et une mise en scène fictive d'une certaine manière. Donc l'atelier, comme on l'a dit, contient les ingrédients de l'art de Courbet, il contient aussi sa vision du monde, la vision qu'il a du monde qui l'entoure. C'est une sorte de reconstitution fictive, mais de son monde d'artiste intérieur. Alors si on est élargi encore à des pratiques qui seraient des pratiques du XXe siècle, montrer son atelier, c'est montrer un laboratoire de son art. La vue de l'atelier, c'est aussi d'une certaine manière la vision du monde. Chez Courbet, il y a l'idée du monde intérieur de l'artiste, de son point de vue, au sens physique, comme quand on peint un paysage, mais c'est le point de vue aussi au sens intellectuel du terme, c'est-à-dire sa façon de voir la société de son temps. Bruce Nauman, cet artiste contemporain, quand on lui demande ce que c'est qu'être artiste, il répond être artiste, c'est avoir un atelier en fait. Ouvrir les portes de son atelier, c'est laisser entrer le spectateur dans les coulisses, c'est aussi donner une image qui est parfois fictive et reconstituée, mais qui est une image de ce que contient en germe l'œuvre de l'artiste. Alors c'est toujours drôle de voir par exemple l'atelier de Francis Bacon, qui n'avait pas un très grand sens du rangement. Et c'est de ce chaos que naissent toutes les préoccupations de sa peinture. Voir l'atelier, c'est aussi voir les outils qui permettent de fabriquer les sculptures, par exemple, de Brancusi. Ouvrir les portes de l'atelier, ça veut dire montrer les sources d'inspiration d'un artiste. Montrer son rapport à l'espace, par exemple. Si on voit Pollock en train de peindre ses peintures, ça permet de comprendre la verticalité de la peinture autrement. Et puis un artiste qui vous montre son atelier, c'est un artiste qui se montre lui. Donc c'est une mise en abîme, c'est une façon pour l'artiste de dire ce que signifie créer pour lui. Un petit peu comme cet autoportrait de Norman Rockwell, montrer son atelier, c'est faire un autoportrait d'une certaine manière. C'est une façon de véhiculer l'idée que l'artiste lui-même veut qu'on ait de lui.